Un anesthésiste quitte le bloc pour le front. Entre scalpel et fusil, l'État burkinabé accélère une mue inattendue, transformant une convocation administrative en signal stratégique au cœur des dernières actualités du Burkina Faso. Que change pour chacun cette bascule incarnée par Ibrahim Traoré? Un pays teste ses limites. Cette séquence promet une lecture précise de ce qui est en jeu lorsque la citoyenneté devient une obligation structurée. Le bénéfice pour le lecteur est clair. Comprendre les mécanismes, anticiper les effets, éviter les simplifications. L'enjeu dépasse l'épisode individuel et touche la capacité d'un État à mobiliser sans se fragmenter. Il s'agit d'examiner comment une loi redessine les rôles civils, réalloue les compétences et impose un tempo nouveau aux institutions. À court terme, la question est opérationnelle. Continuité des services, confiance sociale, acceptabilité. À moyen terme, elle devient stratégique. Cohésion nationale, souveraineté, résilience territoriale. Un changement discret retient l'attention, ce qui semblait volontaire bascule dans le mandat. Cette promesse est méthodique, fondée sur faits observables, sans dramatisation. Elle mettra en regard adhésion et friction, bénéfices attendus et risques latents pour éclairer les choix à venir. Le fil conducteur reste simple. Ce qui est gagné doit être mesuré, ce qui est perdu doit être nommé. Et la suite précisera où se situe l'équilibre. En quelques mois, 3000 citoyens ont déjà achevé une formation civique et patriotique, signal d'un basculement plus profond qu'une simple mesure d'urgence. Cette montée en charge rapide révèle une doctrine qui transforme un discours politique en mécanisme concret, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Un détail révélateur tient dans ce glissement. Ce qui était présenté comme une réponse ponctuelle à l'insécurité devient une architecture durable de mobilisation nationale. La convocation d'un anesthésiste respecté n'est donc pas une anomalie, mais un révélateur. Elle expose en un instant la nouvelle frontière entre neutralité professionnelle et responsabilité collective. Ce moment répond à la question suspendue plus tôt. La bascule n'est pas symbolique, elle est systémique. Pour comprendre, il faut replacer cette décision dans son environnement. Le Burkina Faso affronte une pression sécuritaire continue, marquée par l'expansion de groupes armés dans les zones rurales, l'usure des institutions locales et la fragmentation progressive de la cohésion sociale. Les partenaires extérieurs, longtemps perçus comme des garants, n'offrent plus de certitude opérationnelle. Dans ce contexte, une partie de la jeunesse exprime une lassitude vis-à-vis des interventions étrangères et une attente d'initiative interne. La loi 029/2023 formalise cette attente. Elle redéfinit la citoyenneté comme un service obligatoire pour les 18-35 ans, intégrant fonctionnaires, étudiants, techniciens et agriculteurs dans une réserve nationale. Le passage du volontariat au mandat légal modifie les repères. Les professions dites protégées cessent de l'être totalement. L'État affirme que chaque compétence peut devenir un levier, sans être automatiquement projeté sur la ligne de front. Cette approche est présentée par Ibrahim Traoré comme une tentative de restauration de la souveraineté, non comme un aveu de faiblesse. Elle vise à transformer une vulnérabilité structurelle en ressource stratégique, en resserrant le tissu social autour d'un effort partagé. Mais cette transformation crée une tension immédiate. Plus la mobilisation s'étend vite, plus la capacité d'absorption des institutions est mise à l'épreuve. C'est dans cet écart discret mais décisif que s'installe la suite du récit. L'anesthésiste convoqué devient malgré lui un personnage guide, non parce qu'il est unique, mais parce qu'il concentre une attente collective. Dans les hôpitaux de la capitale, son cas circule rapidement entre collègues, suscitant surprise, discussions futrées et réévaluations silencieuses. Ce professionnel incarnait une zone perçue comme intouchable. Sa réaffectation fait comprendre que la réforme ne s'arrête pas aux marges. Un premier impact apparaît dans le milieu médical. Des équipes décrivent un ajustement rapide, moins logistique que mental. Il faut apprendre à travailler avec l'idée que certaines compétences peuvent être temporairement déplacées sans que le système ne s'effondre. Cette adaptation précoce crée un mélange de résilience et de prudence. Les services continuent, mais avec une conscience accrue de leur fragilité. Un second cas se dessine dans l'université. Des étudiants proches de leurs examens découvrent qu'une immersion patriotique devient un passage obligé avant l'enseignement supérieur. L'annonce provoque des interrogations immédiates, puis une forme de réalisme.
Pour plusieurs enseignants, cette clarification supprime une zone grise persistante entre la vie académique et la réalité sécuritaire. L'impact n'est pas seulement organisationnel, il est symbolique. Ces exemples montrent un effet commun. La loi cesse d'être abstraite. Elle s'insinue dans des trajectoires individuelles, forçant chacun à se positionner. Les institutions ne s'effondrent pas, mais elles se reconfigurent sous pression. L'État teste la plasticité de ses structures, tandis que les citoyens mesurent la portée concrète de leurs obligations. Et l'idée essentielle est immédiate. Ce qui semblait lointain devient personnel. Avant, la loi restait un texte. Après, elle devient une mécanique. Le premier déclencheur survient lorsque la convocation du médecin est rendue publique. L'information circule vite, reprise par les réseaux locaux, commentée dans les hôpitaux, puis relayée dans les marchés et les administrations. Ce passage de l'ombre à la lumière transforme un acte administratif en signal national. La surprise domine, car elle touche un métier réputé indispensable et longtemps perçu comme préservé. Très vite, un second mouvement s'enclenche. Les citoyens comprennent que l'épisode n'est pas isolé. Les obligations s'étendent par cercles successifs. Les fonctionnaires doivent se déclarer. Les universités intègrent l'immersion patriotique dans leur calendrier. Les entreprises reçoivent des directives de coopération. Le système cesse d'être théorique. Il avance par couches, chacune consolidant la précédente et réduisant les marges d'évitement. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le rythme s'accélère. Les décrets se succèdent. Les administrations ajustent leurs protocoles internes. Les forces de sécurité harmonisent leurs procédures avec les structures civiles. Le discours officiel insiste sur une idée simple. La souveraineté se reconstruit de l'intérieur. Cette répétition n'est pas anodine. Elle vise à installer une cohérence et à prévenir l'impression d'improvisation. Une partie de la jeunesse y voit une rupture avec des années d'attente et de dépendance. Le point culminant se forme dans les camps d'entraînement, notamment à Kaya. L'atmosphère surprend même des instructeurs expérimentés. Les recrues n'affichent pas la résignation anticipée. Les témoignages évoquent un moral en hausse et un sentiment de rôle historique. Beaucoup répètent que la défense nationale ne peut plus reposer sur des acteurs extérieurs. Cette adhésion inattendue confère à la mobilisation une intensité supérieure aux prévisions initiales. En parallèle, les centres urbains expriment une tension différente. Les professionnels redoutent des réaffectations imprévues, les personnels médicaux craignent une perte de capacité dans les hôpitaux urbains. Les journalistes interrogent la portée réelle de la loi. Quelques individus choisissent de quitter discrètement le pays. Le phénomène reste limité, mais sa résonance politique est amplifiée par les médias étrangers qui évoquent pression et contrainte. L'image externe commence à diverger de l'expérience interne. La réaction de l'État marque une nouvelle phase. Les obligations sont renforcées. L'évitement devient sanctionnable. Une campagne de suivi s'installe. Le ton demeure ferme, mais évite la stigmatisation. Les autorités privilégient la responsabilité collective plutôt que la punition publique. Dans les camps, cette posture est perçue comme une validation. L'engagement gagne en légitimité. La dynamique se nourrit d'elle-même. Les effets s'étendent ensuite aux communautés. Les familles oscillent entre inquiétude et résilience. Les employeurs s'adaptent à des pénuries temporaires. Les écoles anticipent de nouvelles rotations. Dans les zones proches du conflit, la pression est plus forte, mais une cohérence émerge. Chaque groupe comprend que la transformation dépasse les individus. Elle devient structurelle. Elle redéfinit la place du citoyen et met en scène la manière dont un État tente d'exister face à une insécurité prolongée. Une question reste ouverte. Jusqu'où ce tempo peut-il être soutenu sans déséquilibrer les piliers civils ? Au départ, la mobilisation relevait d'une intuition politique. Désormais, elle se lie dans des écarts mesurables. Le premier repère chiffré sert de base. 3000 citoyens ont achevé une formation civique et patriotique alors qu'il ne s'agissait initialement que d'un dispositif expérimental. Ce passage d'un noyau limité à un volume significatif indique un changement d'échelle. Il montre que l'État est capable de transformer une injonction légale en processus opérationnel, sans effondrement immédiat des structures civiles. Un second indicateur précise cette dynamique. 2000 fonctionnaires ont suivi une immersion militaire destinée à harmoniser la compréhension des responsabilités collectives. Le delta est moins visible en apparence, mais il est déterminant.
Avant, l'administration fonctionnait selon des logiques sectorielles cloisonnées. Après, les participants reviennent avec une lecture plus transversale des priorités nationales. Une phrase suffit à l'expliquer. La discipline acquise modifie les réflexes quotidiens sans militariser les métiers. Ce chiffre éclaire donc un ajustement culturel autant qu'organisationnel. Le troisième ensemble de données concerne les compétences techniques. Plus de 600 stagiaires ont été formés à des métiers essentiels, notamment la menuiserie, la mécanique et certaines spécialités liées à l'énergie. Pris isolément, ce volume peut sembler modeste. Comparé à l'état des infrastructures dans les zones fragilisées, il prend un sens différent. Ces formations répondent à un déficit accumulé sur plusieurs années et permettent de réactiver des corridors économiques affaiblis. Une seule phrase de clarification suffit. Chaque cohorte réduit une vulnérabilité locale précise. Ces trois mesures dessinent une logique cohérente. Les chiffres ne sont pas brandis comme une preuve de réussite finale, mais comme des marqueurs de progression. Ils servent à montrer que la mobilisation ne se limite pas à un appel abstrait, mais s'inscrit dans une montée en puissance graduelle. Cette lecture quantitative soutient la doctrine défendue par Ibrahim Traoré, qui présente le service national comme un système adaptatif plutôt qu'un choc brutal. Cependant, les données ne parlent jamais seules. Les critiques internationales soulignent que même une progression mesurée peut masquer des tensions latentes. Un chiffre en hausse n'annule pas la fatigue des institutions ni les inquiétudes des familles. Les départs isolés vers l'étranger, bien que marginaux, rappellent qu'une partie de la population perçoit ses obligations comme un coût personnel élevé. Les statistiques deviennent alors un terrain d'interprétation, où stabilité et risque coexistent. La clé réside dans la relation entre contrainte et flexibilité. Les données disponibles montrent que toutes les compétences ne sont pas orientées vers le front. Des médecins sont réaffectés à des cliniques rurales, des ingénieurs renforcent des réseaux endommagés, des instructeurs civils transmettent des savoir-faire. Cette différenciation limite l'impact négatif sur les secteurs essentiels, tout en maintenant la pression mobilisatrice. Une phrase synthétique permet de refermer la boucle. La loi impose un cadre uniforme, mais son application reste modulée. Ainsi, la réponse à la question ouverte précédemment se précise. Les chiffres ne prouvent pas que le modèle réussira durablement. Ils démontrent en revanche qu'il produit déjà des effets observables, suffisamment tangibles pour nourrir à la fois l'adhésion et la contestation. La mobilisation avance sur une ligne étroite, mesurée en delta successifs plutôt qu'en proclamation définitive. La première lecture critique présente la mobilisation nationale comme un glissement préoccupant. Selon cette position, l'extension du service obligatoire à toutes les professions brouille la frontière entre civils et militaires. Elle risque d'affaiblir durablement des secteurs essentiels, en particulier la santé et l'éducation, déjà fragilisés. Les départs discrets de certains professionnels vers l'étranger sont cités comme un signal d'alerte. À terme, cette logique pourrait produire une centralisation excessive, difficile à modérer, et installer une pression sociale supérieure aux bénéfices sécuritaires attendus. Un second argument insiste sur la temporalité. Les critiques soulignent que la mobilisation s'étend plus vite que la capacité des institutions à absorber le choc. Les réaffectations successives créent des déséquilibres locaux, parfois invisibles dans les statistiques nationales. Les familles, exposées à une incertitude prolongée, peuvent développer une fatigue psychologique qui érode l'adhésion initiale. Dans cette lecture, même une progression mesurée comporte un risque d'usure silencieuse, susceptible de fragiliser la cohésion à moyen terme. Face à ces objections, une réponse structurée s'appuie sur les faits observables. Les données disponibles indiquent que la mobilisation ne procède pas par extraction aveugle des compétences. Les réaffectations sont différenciées et souvent temporaires. Les médecins ne sont pas systématiquement envoyés au front, mais redéployés vers des cliniques sous-dotées. Les ingénieurs et techniciens renforcent des réseaux essentiels plutôt que d'être détournés de leur cœur de métier. Cette flexibilité opérationnelle atténue le risque d'effondrement des services. Sur la question de la temporalité, les ajustements
institutionnels montrent une capacité d'apprentissage. Les immersions sont modulées, les cycles réorganisés et les secteurs critiques bénéficient de mécanismes de compensation. Les chiffres de participation progressent sans rupture brutale, ce qui suggère une montée en charge contrôlée plutôt qu'une fuite en avant. Les départs isolés, bien que réels, restent marginaux par rapport aux volumes engagés. La synthèse ne nie pas les tensions, elle les requalifie. La mobilisation apparaît comme une interaction complexe entre contraintes légales et adhésion partielle. Elle produit des gains mesurables tout en générant des frictions persistantes. La question centrale n'est donc pas de trancher entre autoritarisme et unité, mais d'évaluer la capacité du système à s'ajuster avant que les tensions n'atteignent un seuil critique. C'est dans cet équilibre instable que se joue la suite. On peut résumer ce basculement en une formule. Une mobilisation à 2 vitesses. Ce constat bref marque le point de bascule. Jusqu'ici, la dynamique semblait suivre une logique linéaire. Loi, obligation, déploiement. En réalité, l'observation du terrain révèle une fracture plus subtile. Dans les camps d'entraînement, une cohésion inattendue s'installe. Les instructeurs décrivent des recrues engagées, parfois même volontaires dans l'attitude, portés par l'idée de participer à un moment fondateur. Pour ces jeunes, la mobilisation devient un espace de projection collective, nourri par des années de frustration face à l'insécurité persistante. A l'inverse, les centres urbains développent une prudence croissante. Les professionnels évaluent chaque réaffectation comme un risque potentiel. Les familles anticipent l'incertitude. Les discussions ne portent plus sur le principe de la loi, mais sur sa durée et son intensité. Cette divergence ne relève pas d'une opposition frontale. Elle traduit une différence d'expérience. Là où certains vivent la mobilisation comme une reconnaissance, d'autres la perçoivent comme une contrainte diffuse, difficile à maîtriser. C'est ici que la doctrine portée par Ibrahim Traoré change de nature. Elle ne se limite plus à organiser un effort national. Elle doit gérer un décalage de perception entre adhésion active et inquiétude latente. Cette tension n'était pas centrale au départ. Elle devient désormais structurante. Elle explique pourquoi les chiffres positifs coexistent avec des signaux de fatigue et pourquoi le discours officiel insiste autant sur l'adaptation. Et il devient clair que le succès du dispositif ne dépendra pas uniquement de sa capacité à mobiliser, mais de sa faculté à synchroniser ces 2 vitesses avant qu'elles ne s'éloignent durablement. Pour l'État, la mobilisation produit d'abord un effet de continuité renforcée. Les administrations ayant intégré l'immersion civique fonctionnent avec une discipline plus homogène, ce qui améliore la coordination entre services civils et priorités sécuritaires. Les autorités observent une capacité accrue à déployer des compétences là où les besoins sont immédiats, notamment dans les zones rurales sous pression. Cette cohérence opérationnelle ne garantit pas une victoire sécuritaire, mais elle rétablit une présence étatique plus lisible. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, l'État gagne en réactivité tout en exposant ses propres limites lorsque les rotations deviennent trop fréquentes. Pour les entreprises, l'impact est ambivalent. Les structures privées doivent absorber des absences temporaires liées aux obligations légales, ce qui perturbe parfois la production et la planification. Toutefois, certains secteurs bénéficient indirectement du dispositif. Les formations techniques, notamment en mécanique et en énergie, alimentent des filières fragilisées par des années d'insécurité. Dans les zones minières et agricoles, l'amélioration progressive de la stabilité favorise une reprise prudente des activités. Les entreprises s'adaptent donc à un environnement plus contraint, mais aussi potentiellement plus prévisible si la sécurité continue de se renforcer. Pour les citoyens, les effets sont plus contrastés. Une partie de la jeunesse engagée dans les camps décrit la mobilisation comme une expérience structurante. Elle offre un sentiment d'utilité et une appartenance collective jusque-là absente. A l'inverse, dans les milieux urbains, les familles vivent la politique nationale comme une intrusion dans le quotidien. Chaque décision professionnelle ou académique est désormais évaluée à l'aune d'une possible réaffectation. Cette incertitude alimente une prudence persistante, parfois une anxiété diffuse. Les départs discrets vers l'étranger, bien que minoritaires, rappellent que l'adhésion n'est ni uniforme ni acquise.
À l'échelle régionale, les conséquences deviennent visibles sur le terrain. Dans certaines zones du Sahel et le long de corridors longtemps abandonnés, les autorités locales constatent un retour progressif de l'État. Les forces civiles réaffectées et les nouveaux contingents formés contribuent à sécuriser des espaces où la présence institutionnelle s'était effacée. Les gains territoriaux restent modestes, mais ils sont mesurables. Le contrôle gouvernemental progresse de 70,89% à 72,7%, un écart limité mais symboliquement fort. Il signale une capacité retrouvée à reprendre pied, même lentement. Pris ensemble, ces 4 niveaux dessinent un tableau nuancé. La mobilisation ne produit ni un consensus total, ni un rejet massif. Elle génère une recomposition sociale où chaque acteur ajuste ses attentes et ses stratégies. L'État gagne en cohérence, les entreprises en stabilité relative, les citoyens en responsabilité accrue et la région en présence institutionnelle. Mais ces gains s'accompagnent de tensions persistantes. La politique portée par Ibrahim Traoré crée des résultats tangibles, tout en exposant la nécessité d'un ajustement constant pour éviter que la pression ne dépasse la capacité d'absorption collective. Le premier scénario, dit de continuité, prolonge les tendances actuelles sans rupture majeure. La mobilisation nationale poursuit son expansion à un rythme maîtrisé. Les administrations conservent les effets de discipline issus des immersions obligatoires, tandis que les formations techniques continuent d'alimenter les secteurs fragilisés. Dans les zones rurales, la stabilisation progresse lentement, soutenue par une présence étatique plus régulière. Les tensions urbaines persistent, mais restent contenues. Les familles et les employeurs s'adaptent, sans adhésion pleine ni rejet massif. Ce scénario maintient un équilibre précaire. Il réduit certains risques immédiats sans produire de transformation décisive. Le deuxième scénario, plus favorable, repose sur l'amplification des dynamiques positives déjà observées. Les cycles de formation gagnent en efficacité et en ciblage, ce qui limite les déséquilibres dans les secteurs essentiels. Les gains territoriaux s'accumulent progressivement, renforçant la crédibilité du dispositif. Les milieux professionnels, initialement prudents, commencent à percevoir les réaffectations comme un mécanisme structuré plutôt qu'une menace diffuse. La jeunesse engagée devient un relais de cohésion sociale. À l'extérieur, la perception internationale s'adoucit à mesure que les effets concrets deviennent visibles. Dans cette trajectoire, la mobilisation se transforme en levier durable, capable de réduire les départs isolés et de stabiliser les attentes collectives. Le troisième scénario, plus risqué, apparaît si le tempo s'accélère sans ajustement suffisant. Des réaffectations trop fréquentes ou mal coordonnées fragilisent certains piliers civils, notamment la santé et l'éducation. Les familles, déjà sous tension, réagissent plus vivement. Les départs discrets vers l'étranger s'intensifient, les entreprises subissent des perturbations répétées. Sur le plan sécuritaire, la fatigue du personnel mobilisé ralentit les progrès, créant un effet domino. Ce scénario ne signifie pas un effondrement, mais une accumulation de frictions qui complique la trajectoire nationale et affaiblit la confiance interne. Ces 3 futurs ne sont pas des prédictions fermées. Ils décrivent des chemins conditionnels dépendant des ajustements à venir. La recommandation analytique est simple. Pensez la mobilisation comme un système dynamique à évaluer en continu. L'enjeu n'est pas seulement de mesurer ce qu'elle produit, mais de surveiller ce qu'elle exige des institutions et des individus. La question reste ouverte. Quelle trajectoire sera privilégiée et à quel coût collectif ? Pour de nombreuses familles, la mobilisation nationale s'inscrit désormais dans le quotidien. Les décisions scolaires, professionnelles ou géographiques sont réévaluées à travers la possibilité d'une réaffectation. Cette anticipation permanente crée un mélange de résilience et d'inquiétude. Les parents cherchent à protéger leurs enfants sans s'extraire du cadre légal. La politique nationale pénètre ainsi l'espace domestique, transformant des débats abstraits en choix concrets, parfois difficiles. Les professionnels vivent une tension différente. Ils doivent maintenir la continuité des services tout en intégrant des rotations imposées. Dans l'administration, certains constatent une amélioration de l'efficacité et de la coordination. Dans la santé et l'éducation, la prudence domine, car chaque absence pèse sur des équipes déjà sollicitées. Cette ambivalence structure les comportements, coopération formelle,
vigilance informelle. Le dispositif modifie la culture interne des institutions sans l'uniformiser totalement. Chez les jeunes engagés, l'expérience est souvent décrite autrement. Beaucoup y voient une occasion rare de contribuer à un effort collectif tangible. La cohésion observée dans les camps nourrit un sentiment d'utilité et d'appartenance. Cette dynamique personnelle contraste avec les inquiétudes urbaines. Elle crée une génération pour laquelle la relation à l'État passe par l'action plutôt que par l'attente. L'impact n'est pas uniforme, mais il est réel. Les communautés locales ajustent aussi leurs pratiques. Les employeurs réorganisent les plannings. Les établissements scolaires anticipent des cycles discontinus. Les zones rurales, davantage exposées, perçoivent parfois une amélioration de la présence institutionnelle. Ces ajustements cumulatifs produisent une nouvelle normalité, faite de compromis successifs. Ce qui touche le public n'est pas seulement la contrainte, mais la durée. Plus le dispositif s'inscrit dans le temps, plus il redéfinit les attentes individuelles. La mobilisation devient un paramètre structurant, ni totalement accepté, ni frontalement rejeté. Elle exige une adaptation continue qui façonne les trajectoires personnelles autant que les équilibres collectifs. La première étape consiste à renforcer la coordination entre institutions civiles et structures de défense. Les administrations doivent disposer de circuits d'information plus courts afin d'anticiper les réaffectations plutôt que d'y réagir. Concrètement, cela implique un inventaire régulier des compétences disponibles et une planification glissante des besoins. L'indicateur de suivi est simple, la continuité mesurée des services essentiels malgré les rotations. La deuxième étape porte sur la formation. Les immersions civiques et techniques doivent être organisées en cycles plus courts mais plus fréquents. Cette modularité permet d'absorber des volumes variables de participants sans déséquilibrer durablement les secteurs sensibles. Les centres de formation peuvent suivre chaque cohorte à travers un indicateur unique, compétences acquises et réutilisées dans un délai défini. L'objectif n'est pas l'accumulation, mais l'efficacité ciblée. La troisième étape concerne les territoires sous pression. Les autorités locales doivent disposer d'une marge de décision pour orienter les compétences civiles vers les besoins immédiats. Médecins, techniciens et agents administratifs sont déployés selon des priorités géographiques claires. La mesure clé devient la continuité des services dans les zones rurales, là où l'État cherche à rétablir une présence concrète et crédible. La quatrième étape vise les tensions urbaines. Une communication prévisible sur les rotations réduit l'incertitude qui alimente l'anxiété des familles et des employeurs. Les demandes d'exemption et les départs isolés servent ici de baromètre. Leur stabilisation indique une meilleure acceptabilité sociale du dispositif. Enfin, la cinquième étape relève du discours stratégique. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, la mobilisation est présentée comme un système adaptatif, non comme un état figé. Le suivi combine 3 mesures: cohésion sociale, continuité civile et progression sécuritaire. C'est cette articulation qui permet de répondre à la question ouverte précédemment. La mobilisation peut produire des effets durables si elle ajuste en permanence son tempo, avant que les tensions n'atteignent un seuil irréversible. Le récit revient naturellement à son point de départ. Un médecin, un bloc opératoire, puis un ordre de mission. Le contraste entre le scalpel et l'uniforme n'a jamais cessé de hanter les débats, car il condense l'essence de la transformation en cours. Ce n'était pas un symbole recherché, mais il est devenu un repère collectif. Il rappelle que la mobilisation ne se décrète pas seulement par la loi, elle se vit à travers des trajectoires individuelles déplacées. Au fil des mois, ce motif s'est élargi. Il ne s'agit plus d'un homme, ni d'une profession, mais d'une société entière invitée à redéfinir ses priorités. La politique portée par Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette tension permanente entre compétences personnelles et responsabilité nationale. Elle n'efface ni les craintes ni les résistances, mais elle impose une question commune à tous les citoyens. Ce qui demeure, au-delà des chiffres et des scénarios, c'est cette sensation partagée d'un moment charnière. Le pays avance sans certitude totale, porté par une discipline nouvelle et une inquiétude persistante. Une phrase s'impose alors comme un point d'ancrage. La souveraineté se construit rarement sans coup. C'est ce coup accepté ou redouté qui donne à cette période sa charge émotionnelle durable.
La mobilisation nationale, telle qu'elle se déploie aujourd'hui, dépasse largement le cadre administratif qui l'a vu naître. Elle s'inscrit dans les foyers, les lieux de travail, les écoles et les territoires longtemps fragilisés. Chaque citoyen, qu'il s'y engage avec conviction ou qu'il l'observe avec inquiétude, participe à une transformation qui redéfinit la relation entre l'individu et l'État. Ce processus n'est ni linéaire ni consensuel.